19h45 à la télévision Labari, monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 8 novembre 2020. Ce dimanche, nous accueillons comme invité du journal monsieur Hamadi Youssouf. Monsieur Hamadi Youssouf, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et soyez le bienvenu. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du ABDCN, une structure qui œuvre dans la défense des droits de consommateurs. Avec vous, il sera donc question de ce bras de fer qui oppose l'ARC. L'ARC, c'est l'autorité de régulation du secteur de l'énergie et les revendeurs du gaz qui ont décidé d'arrêter toute activité depuis le 1er novembre, date butoir pour le respect des prix fixés par le ministère du Commerce. Actualité politique, après plusieurs chefs-lieux de région en visite de proximité, c'est au tour de Niamey hier après-midi d'organiser un meeting à l'intention de Hama Amadou, autorité morale du Modern Fa Lumana. Ils étaient nombreux, militants et militantes du Modern Fa Africa, à faire le déplacement au stade général Seni Kounche. Le point avec Areta Salah et Halidou Bourema. Le stade général Seni Kounche a vibré dans l'après-midi du samedi 7 novembre 2020 aux couleurs et au rythme de l'un des plus grands partis politiques du Niger, en l'occurrence le Modern Fa Lumana Africa de Hama Amadou. En effet, ce grand leader politique en tournée de proximité depuis quelques semaines était ce samedi à la rencontre de ses militants, sympathisantes et sympathisants du Modern Fa Lumana Africa de la région de Niamey. À son entrée au stade général Seni Kounche, l'ambiance a atteint son paroxysme dans un stade plein à craquer où chacun voulait voir de très près son leader Hama Amadou. Cette extraordinaire mobilisation est à mettre à l'actif du président de la coordination régionale de Lumana, Soumana Sanda, qui a remercié Hama Amadou pour son leadership. Excellence Hama Amadou, Niamey, la capitale, est fière de partager ce moment fort, ce moment attendu depuis 7 longues années, que l'adversité politique et la méchanceté humaine vous ont physiquement éloigné de tous ces militants qui meurent d'envie de vous voir, de vous écouter et de vous suivre. Fort heureusement, la connexion naturelle que vous avez toujours eue avec nous n'a jamais été interrompue. Et c'est cette preuve qui est donnée au monde entier à travers cette extraordinaire mobilisation aujourd'hui. Les partis politiques de la CAP 2021 ont rehaussé de leur présence à ce géant meeting du Modern Fa Lumana Africa. Les leaders qui étaient présents se sont succédés pour saluer les militants pour cette mobilisation. Il faut aussi noter la présence de l'ex-chef d'état-major, le général Moumouni Bourema, militant du Modern Fa Lumana. Qui au monde peut dire que ce peuple, que ces militants qui se sont rencontrés ici ne méritent pas d'avoir un candidat aux élections présidentielles? Qui peut le dire? Monsieur le Président, vous avez dit que vous allez partir en laissant un Niger en paix. Mais Monsieur le Président de la République, pour que le Niger soit en paix, il faut qu'il y ait des élections apaisées. Pour qu'il y ait des élections apaisées, il faut qu'elles soient démocratiques, transparentes et intégrales. Or, quand on prend la chaîne des élections, tout est pourri. Le fichier électoral est pourri, la CENI est pourri, le code électoral est pourri. Alors comment voulez-vous organiser des élections libres et transparentes? Monsieur le Président, sortez de votre tour d'ivoire, mettez-vous au niveau de la population, écoutez les Nigériens et faites-nous des élections libres et transparentes. Nous avons des spécialistes nigériens qui peuvent faire le toilettage du fichier et du code électoral. Pour le secrétaire général du Modern Fa Lumana, il a déclaré avoir renouvelé leur confiance à Hama Amadou pour les élections présidentielles de 2020-2021. Aujourd'hui, nous sommes heureux
d'avoir investi notre candidat et de le voir devant nous. Et nous te renouvelons notre confiance et nous te chargeons de transmettre partout le message du modèle Falumana Africa. C'est le message de la paix, c'est le message de la détermination, c'est un message de solidarité, mais c'est surtout un message pour que nous puissions tous, à l'unisson et dans la solidarité, fraternité nigérienne, œuvrer à l'avènement d'un Niger nouveau. Nous renouvelons notre serment devant les membres de CAP 2021, devant le peuple nigérien, que rien, alors absolument rien, n'arrêtera les militants du modèle Falumana Africa. Jeunes, femmes du Lumana, réveillez-vous. Notre liberté sera préservée. Nous défendrons nos droits. Nous avons choisi Al-Buraka, d'autres ont choisi les lions, et pourtant nous avons accepté de cohabiter avec eux. Alors, qu'on nous laisse assumer les responsabilités qui découlent de notre choix. Le moment tant attendu de ce meeting est la prise de parole du charismatique homme politique Hama Amadou, qui dans son adresse a d'abord remercié ses militants pour le déplacement avant de leur demander d'attacher leur ceinture pour une lutte acharnée, afin de faire accéder le moderne FA Lumana à la magistrature suprême. Hama Amadou a aussi soulevé la question de la carte d'électeur qui n'est pas biométrique. Le vote doit se faire avec des cartes biométriques. La carte biométrique est la règle légale prévue par la loi électorale. S'il n'y a pas de carte biométrique, l'élection, parce qu'aucun consensus n'est intervenu entre les acteurs pour dire que la carte biométrique peut être remplacée. Si de manière arbitraire, unilatérale, cette carte biométrique est remplacée par une simple carte papier toilette, les élections seront illégales. Et nous allons faire en sorte que ces élections restent illégales tant que la carte biométrique ne sera pas adoptée et présentée aux citoyens. Nous allons faire les recours qui conviennent afin que cette carte ne puisse pas servir de carte d'électeur. Ce n'est pas la faute de l'opposition. C'est la faute du pouvoir en place qui, pour tricher, a décidé de remplacer la carte biométrique par une carte papier toilette. Nous n'accepterons pas cela. En 2016, le moderne FA Lumana Africa était deuxième aux élections présidentielles. Pour les élections de 2020-2021, ce grand parti compte occuper la première place. Ainsi, au vu des mobilisations dans les régions et localités du Niger dans le cadre de sa tournée de proximité, tout laisse à croire que l'autorité morale du moderne FA Lumana, le leader incontesté Hama Amadou, saura faire la différence en renversant la tendance. Sortie médiatique ce matin du personnel du MOVE Niger au siège de la Confédération Générale des Syndicats Libres CGSL Niger. Objectif, annoncer une grève de 4 semaines à partir de demain. Ismaël Moumouni. La précarité dans laquelle végètent les agents de MOVE Niger les a contraints à faire des grèves d'avertissement en guise de sommation à l'endroit de leur employeur. L'indifférence du responsable vis-à-vis de leur doléance les a conduits à hausser le ton à travers une grève de 4 semaines à compter du lundi 9 novembre 2020. Nous avons espéré signer un protocole d'accord avec notre direction générale, mais cela n'a pas pu être possible puisque notre direction générale avait refusé catégoriquement de signer ses propres propositions qui étaient dans le protocole d'accord. Donc c'est suite à cela encore, nous travailleurs, nous n'avons qu'une voie de recours que de recourir à notre droit constitutionnel qui est le droit de grève. La direction générale n'a pas fléchi. Et suite à cela, encore, puisqu'il n'y a pas eu de négociations qui ont abouti à quelque chose, à partir du 9, nous allons commencer encore un autre mouvement de grève de 4 semaines. Le syndicat national des travailleurs des télécoms fustige l'attitude du responsable du MOVE Niger. L'employeur MOVE s'est évertué à violer
des dispositions pour casser notre mouvement de grève, à savoir faire recours à des travailleurs étrangers sur des activités qui n'est pas leur mission habituelle et faire appel à des travailleurs temporaires pour remplacer des travailleurs en grève. Ils refusent de faire des propositions de sortie de crise, ils refusent de signer le protocole d'accord qu'ils ont eux-mêmes proposé, parce que la conception qu'ils ont de nous, les Nigériens, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va céder lorsqu'on va commencer à maigrir. Ce sont des propos qu'on a entendus venir des dirigeants de MOVE. La Confédération générale des syndicats libres du Niger invite également le gouvernement à se pencher sur cette situation qui n'a que trop duré. Il faudra bien que l'État du Niger se prononce, qu'il exige l'application des lois et règlements par tout celui qui vient dans notre pays. Celui qui vient surtout dans notre pays se faire riche par le petit peuple. Parce que la richesse de toutes ces compagnies internationales, c'est bien le petit peuple qui les enrichit. À partir de cet instant-là, nos lois et règlements doivent être respectés et c'est la responsabilité du gouvernement. Et nous l'appelons à les faire respecter avec la plus grande rigueur. Les agents de la compagnie de téléphonie mobile MOVE Niger se disent toujours ouverts au dialogue et invitent leurs responsables au respect strict du protocole d'accord, faute de quoi ils vont encore renouer avec le mouvement après expiration de chaque mot d'ordre. Je l'annonçais en début de ce journal, nous accueillons sur ce plateau M. Amadi Youssoufa. M. Amadi Youssoufa, rebonsoir. Bonsoir, M. Nasser. Alors avec vous, je le disais, il sera question de ce bras de fer entre l'ARCE c'est l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, et les revendeurs du gaz qui ont décidé depuis le 1er novembre d'arrêter toute activité. Alors, quelle est la position de vous autres défenseurs des consommateurs? Merci M. Nasser de nous avoir une fois de plus invités et parler de ce problème en particulier. Je crois qu'il y a d'autres problèmes en général. Bon, en ce qui concerne le problème du gaz, vous savez, depuis quelques années, donc à partir du moment où on a eu notre propre gaz, il y a toujours eu des problèmes en réalité. Parce que avant, le gaz était soutenu par un fonds. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et effectivement, depuis qu'on a commencé à exploiter le pétrole, je crois en 2013, il y a eu des soubresauts ainsi par-ci par-là. Mais cette fois-ci, l'ARCE s'est mis dans la danse. Et vous savez, c'est le ministère du Commerce qui arrête le prix du gaz chaque mois. Donc chaque mois, le ministère du Commerce est obligé de faire apparaître un arrêté configurant les prix du gaz. Du gaz non seulement, et puis du gasoil et de l'essence. L'ARCE a pris cette décision parce qu'elle a cru comprendre que les consommateurs étaient grugés. En effet, vous savez, depuis quelque temps, nous avons lutté pour que ce problème de gaz-là soit définitif. Depuis que le gouvernement, l'État en général, avait dit qu'il faut remplacer le feu de bois par le gaz, puisque nous en disposons. Les gens ont commencé à prendre goût et les gens, de l'autre côté, les promoteurs ont commencé aussi à se multiplier. Présentement, je ne vous le cache pas, il y a à peu près une cinquantaine de promoteurs qui sont sur le marché. Cela veut dire que c'est un produit qui rapporte de l'argent à ceux qui le vendent. En ce qui concerne les revendeurs eux-mêmes, il y a un arrêté qui dit, dont j'ai la structure aujourd'hui, qui dit que le prix du gaz est arrêté à 3 750 francs sur tout le territoire de la République du Niger. Malheureusement, on a constaté des écarts un peu par-ci par-là. Sur le prix de cession, c'est-à-dire le prix de cession que la SORAS doit vendre à la SONIDEP, parce que eux, ils n'ont pas la capacité d'aller prendre la SORAS. C'est la SONIDEP qui leur vend le gaz, après avoir acheté le gaz à la SONIDEP. Et le gaz est cédé à la SONIDEP à 1500 francs, les 12,5 kg. Les 100 francs, donc, il y a les 100 francs qui seront ajoutés pour céder le gaz aux promoteurs, c'est-à-dire Sonihi, Gani Gaz, Niger Gaz, Ténéré, ainsi de suite. Maintenant, après, il y a le prix du transport qui se greffe. Le prix du transport qui est de 650 francs par 12,5 kg.
Après les 12, il y a des frais qu'on appelle les pertes, 2%, qui font 45 francs. Il y a les frais généraux, c'est-à-dire les frais qui contribuent à faire marcher l'entreprise. Donc si c'est Sonihi, ainsi de suite, ça fait 830 francs par bouteille, de 12,5 kg. Et maintenant, il y a la marge des distributeurs qui est de 250 francs. Maintenant, le tout cumulé, plus maintenant le transport du dépôt au revendeur, c'est 125 francs, le tout cumulé fait 3500. Maintenant, on a dit au revendeur, on a donné une marge de 250 francs au revendeur, ce qui fait un total de 3750. Maintenant, le problème qui se pose, les revendeurs disent qu'eux, ils ne rentrent pas dans leurs frais parce que souvent, c'est eux qui vont prendre le gaz là-bas avec leurs propres moyens pour venir revendre. Mais quand cela ne tienne, l'État leur a concédé 125 francs. Parce que moi, j'ai discuté avec quelques promoteurs. Ils m'ont dit que chaque fois qu'eux, ils vont prendre le gaz là-bas, ils leur remboursent les 125 francs. Cela veut dire que si eux, ils vont là-bas, les 125 francs plus 250, ça fait 375. C'est ça le problème. Maintenant, donc, ils ont dit que non, eux, c'est pas ça. Bon, maintenant, dans tous les cas, le problème... En termes clairs, dans cette situation, s'il faut donner raison, est-ce que c'est à l'ARC qu'il faut donner raison ou bien aux revendeurs? Parce que là, les consommateurs sont en train de... L'ARC, en réalité, c'est pas l'ARC qui fixe les prix. Lui, l'ARC, c'est un régulateur. Il régule. C'est vrai, il a tout à fait le droit de regard. Mais tout le problème, c'est en fait un problème de l'État. Parce que je ne vous le cache pas, nous on a fait des propositions pour que l'État diminue les frais de cession de Sonidep. De 1500, on ramène ça à 1000 francs. Parce que vous savez que le gaz est un sous-produit de carburant. Donc c'est à partir du carburant qu'on retire le gaz. Sinon on le brûle même. Donc pourquoi est-ce que l'État ne peut pas mettre la main à la poche pour dire que, bon, écoutez, cette fois-ci, je vais vraiment me mettre et aider la population. On va vendre ça à 1000 francs aux cessionnaires. Comme ça, les autres vont avoir leur part là-dedans. Pour être revendu chez les revendeurs Peut-être toujours à 3750. C'est-à-dire les 500 francs que l'État va concéder, on va voir comment on va les répartir entre, comment dirais-je, les revendeurs et les déposants et les dépositaires. C'est-à-dire ceux chez qui ils vont prendre le gaz. C'est-à-dire, comme on dit, l'adage qui dit comparaison n'est pas raison, on a vu c'est un peu la même situation au niveau du carburant de l'essence notamment. Oui. Petite soit-elle la station, c'est le même prix que la grande station. Mais pourquoi ce n'est pas le cas au niveau des revendeurs de gaz? Oui, mais justement, vous savez, si je vous dis quelque chose, vous n'allez pas comprendre. Le gaz là, ça sort de ce pays-là. Ça sort, ça va au Nigeria. Le Nigeria, ils revendent ça à 9000 francs. Et c'est ce que je viens de vous dire. Si vous allez à Maradi, il y a au moins une dizaine, plus d'une dizaine de marketeurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand eux, ils font leur commande, ils amènent ça au Nigeria. Cela veut dire que notre produit dont nous avons besoin est revendu au Nigeria. Parce que là-bas, ça coûte 9000 francs. C'est ça tout le problème. Maintenant, si l'État veut arrêter cette affaire-là, l'État doit d'abord, dans un premier temps, faire en sorte que notre produit soit consommé au Niger, pas autre part. Parce que je vous rappelle, si c'est le Nigeria qui a des problèmes comme ça, ils ferment leurs frontières. Et jusqu'à présent, je crois que Buhari n'a pas encore ouvert ses frontières. Les frontières sont officiellement fermées. Mais tout ça là n'a pas empêché aux gens d'aller à l'aventure, à vendre notre gaz dont on a besoin à un autre pays qui, dans tous les cas, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Alors, depuis cet arrêt d'activité au niveau des revendeurs de gaz, vous, à votre niveau, en tant que défenseur de consommateurs, des droits des consommateurs, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, vous savez, les revendeurs, c'est leur droit de dire de ne pas vendre, qu'ils ne vendent pas. Je ne suis pas obligé de pratiquer une activité. Les consommateurs, il suffit de faire un tour de la ville, ils sont en train de souffrir. Oui. Eux, on ne peut pas leur dire, parce que moi, je les ai rencontrés. Je leur ai dit, bon, même si vous allez en grève, vous déposez d'abord un préavis. Et comme ça, c'est durant ce préavis qu'on doit négocier. Bon, ils n'ont pas entendu mon appel. Est-ce qu'ils ne sont pas dans l'informel? Non, ils sont dans l'informel parce que l'État ne les connaît pas. Il n'y a que les marketeurs qui les connaissent. Ils ne sont pas reconnus par l'État.
Il n'y a que les marketeurs avec lesquels ils ont lié des contrats. Sinon, l'État ne les reconnaît pas. Parce que si l'État les reconnaissait, c'est avec l'État qu'ils allaient faire des contrats. Les marketeurs, ils ont fait des contrats avec l'État. Mais les revendeurs n'en ont pas fait. Donc, c'est les marketeurs seulement qui les reconnaissent. Parce que je me rappelle avant, cette société, la Sonihi, elle faisait des contrats avec leurs revendeurs. Si le revendeur augmente 5 francs, ils leur retirent leur agrément. Ils ne le revendent plus. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est toujours le cas, je pense. Oui, donc maintenant c'est le cas. Il y a des sociétés qui respectent toujours les prix, qui continuent de respecter les prix. Exactement, c'est ça le problème. Mais les autres ne le font pas. Parce que je vais vous dire la vérité, les autres là, qui ont des licences, ils n'ont même pas il y a certaines qui n'ont même pas une bouteille. Ils prennent la citerne, ils vendent à la frontière du Nigeria, ou bien ils revendent aux autres marketeurs du Niger. Voilà ce qui se passe. Voilà, je crois que cette affaire de gaz doit être prise en compte et que tout le monde respecte la législation. Comment vous pouvez donner un agrément à quelqu'un dont vous savez qu'il n'a même pas 1000 bouteilles disponibles? Vous lui donnez une citerne. Une citerne fait à peu près 1800 à 2000 bouteilles. Vous lui donnez ça, il se fait de l'argent comme ça, il n'a rien du tout. Mais je crois que vraiment l'État doit prendre ses responsabilités et arrêter cette affaire-là. Alors comment trouvez-vous la position ferme de l'ARCE qui dit aux revendeurs, c'est l'une qui ne peut pas, n'a qu'à fermer? Bon, ça veut dire qu'il n'y aura pas de négociation. Oui, mais l'ARCE, je vous ai dit, c'est son droit de réguler. Ça, c'est son droit. Mais l'ARCE a-t-il les moyens de le faire? Est-ce que l'ARCE a les moyens de le faire? Ça, c'est de un. Parce que même le ministère du Commerce n'a pas les moyens de le faire. Parce que les moyens, il faut d'abord des hommes, des contrôleurs qui sont sur le marché, qui vont contrôler. Parce que le premier contrôleur, en réalité, c'est le consommateur. Mais aujourd'hui, si on dit aux consommateurs, parce que moi j'ai fait plusieurs débats et même j'ai appelé les consommateurs, je leur ai dit, bon écoutez, cette bouteille-là que vous utilisez là n'est pas la vôtre. Si vous allez dans un point de vente où on vous dit qu'on ne vous vend pas le gaz au prix officiel, mais remettez la bouteille, on va vous donner votre argent, comme ça vous allez vous diriger vers une autre compagnie où on va vous vendre le produit au prix normal. Mais ils ne le font pas. Parce que le premier défenseur de consommateurs, c'est lui-même. Si aujourd'hui on dit, voilà mon numéro, il faut m'appeler, mais ils ne vont pas m'appeler. C'est ça le problème. On a fait plusieurs tentatives. Mais c'est moi parce que les consommateurs eux-mêmes souvent ils se disent bon écoute c'est pas la peine, je vais me remettre au bois. Alors que non, on a pris de l'avance, il faut aller de l'avant. Avec le problème du gaz là, il faut vraiment être sérieux avec nous et avec l'État. Alors pour finir avec ce problème, ça fait une semaine, quelles sont les propositions que vous avez à votre niveau pour vraiment résoudre ce problème? Bon, moi je crois qu'il faut encore rappeler les gens. Il faut rappeler les marketeurs, il faut rappeler la société civile, il faut rappeler les revendeurs. Avec le ministère du Commerce et l'ARCE, nous allons voir comment nous allons éteindre ce feu-là. Parce que trop c'est trop. Je crois que après combien d'années d'exploitation du gaz, on n'est pas encore arrivé à nous mettre d'accord sur un prix. Parce que bon, c'est vrai, le prix, certains disent que d'autres vendent ça à 5 000, 9 000, ainsi de suite. Mais je crois que, comme vous venez de le dire, M. Nasser, comparaison n'est pas raison. Nous, c'est le Niger. La bourse du Nigérien, tout le monde le connaît. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on doit se revoir vraiment pour discuter une bonne fois pour toutes, pour prendre une bonne décision et puis qu'on arrête de tergiverser sur ce problème de gaz. Alors, M. Ambadi, pour finir avec vous, une question d'ordre général, c'est un constat. Au Niger, quand il y a une situation qui se présente, qui fait rehausser le prix d'un produit, alors même après que la situation se stabilise, le prix là ne revient plus au même niveau. Ça ne va pas se stabiliser. Ah oui, ça ne va pas se stabiliser. Oui, alors, vous, qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour... Vous savez, nous, depuis, si je vous rappelez, la construction du deuxième échangeur, nous avons constaté que le prix du taxi a augmenté. De 200, ils sont partis à 300. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, si vous n'insistez pas, ils vont vous prendre 300. On a fait appel, on a fait vraiment ce qu'on peut, mais jusqu'à présent, le prix n'est pas revenu à son match. Parce qu'il y a un arrêté quand même qui fixe le prix du taxi. Sinon, la distance n'a pas changé. C'est la même distance. Donc moi, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Nous ne sommes que des donneurs d'alerte. On alerte
mais la responsabilité appartient à l'État. Si un produit coûte plus cher aujourd'hui parce qu'il y a eu des problèmes, si demain le problème est résolu et la situation s'est stabilisée, le prix automatiquement doit se stabiliser. Et c'est ça qui fait que vraiment, je dis toujours que le citoyen, le consommateur, c'est lui son propre défendeur. S'il ne porte pas plainte, s'il ne parle pas, je crois qu'il n'aura pas gain de cause. Monsieur Nasser. Voilà, monsieur Ambadi Issoufou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de ABDCN, une structure qui œuvre dans la défense des droits des consommateurs. Merci. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Merci. Le complexe Le Mafia a servi de cadre hier soir à un dîner de presse organisé par une plateforme d'organisation nationale et internationale dénommée l'Alliance contre les inégalités. Une rencontre qui a permis aux acteurs de la société civile membres de cette alliance d'échanger avec les hommes des médias sur la campagne que la dite alliance entend mener pour lutter contre les inégalités au Niger. Le résumé de ce dîner avec Adam Soumana et Sadou Domi. Les acteurs de la lutte contre les différentes formes d'inégalité au Niger se retrouvent à travers ce cadre avec les hommes des médias pour échanger autour d'une campagne initiée par une alliance faisant de ce combat son cheval de bataille en cette période de processus électoral au pays. Ainsi, d'entrée du jeu, un des organisateurs n'a pas manqué de souligner la place qu'occupe la presse dans ce combat. Vous êtes l'acteur principal qui va véhiculer, qui va dire, qui va durcir en tout lieu le travail caché que nous sommes en train de faire. Vous êtes un acteur, vous êtes un membre et vous êtes un déterminant de la réussite de ce processus. Et qui dit inégalité, dit quand même des mots qui minent une société. Et c'est ensemble, en créant une synergie d'action, que nous pouvons arriver à avoir un certain nombre de résultats. La presse, je pense que, même si on ne peut pas le dire, mais on doit l'affirmer, que sans vous, la voie ne peut pas aller loin. Donc je pense que avec votre contribution, avec votre collaboration, nous pouvons arriver au résultat ultime que nous nous sommes fixés. Pour sa part, la coordinatrice de l'Alliance a eu l'honneur de présenter sa structure. L'Alliance contre les inégalités est une plateforme, une initiative qui a été mise en œuvre et qui regroupe en tout cas les différentes organisations de la société civile, que ce soit nationale et internationale, les syndicats, et qui vise vraiment à réduire les différentes formes d'inégalité au Niger à travers des initiatives conjointes que nous allons mettre en œuvre, à travers aussi des partages d'expériences. Au directeur de la campagne d'entretenir quant à lui l'assistance sur les moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour mener à bien ce combat. Il faut agir sur les décideurs. Alors les décideurs publics, ceux qui agissent au nom de l'État, doivent créer les conditions pour que ces inégalités ne soient plus une réalité dans nos pays. Les inégalités jurent avec tous nos efforts de développement. Mesdames et messieurs les candidats à l'élection présidentielle, tenez compte de la lutte contre les inégalités dans vos programmes, dans vos engagements. Engagez-vous une fois élus à lutter contre ces inégalités. Et ensemble, nous allons faire le suivi de vos engagements et voir à la fin si réellement vous avez tenu parole. Et voilà pourquoi donc les candidats doivent s'engager par le biais de la signature d'un manifeste. Nous sommes dans une idée de redevabilité. Il ne s'agit pas pour nous de rencontrer les candidats dans le cadre de cette campagne, discuter avec eux, prendre des photos et partir, tourner la page, passer à autre chose. Non, pour que leur engagement soit matérialisé, il faut qu'ils s'engagent par le biais de leur signature. Et pour que tout cela ait de l'impact, il faut que le peuple nigérien adhère lui-même, qu'il nous suive dans cette initiative, qu'il participe à la communication. Mesdames et messieurs les journalistes, vous avez un rôle clé, important, à jouer dans cette campagne. Aidez-nous ensemble à communiquer
à parler aux candidats, à parler aux Nigériens, à dire au monde entier, voilà la société civile nigérienne qui se mobilise. Il ressort ainsi de cette rencontre que la presse a un grand rôle à jouer pour la réussite de ce noble combat de l'Alliance contre les inégalités au pays, toute chose qui vise l'épanouissement des citoyens nigériens. Le Rotary Club Niamey Elite a procédé hier après-midi à un don de kit de lavage de mains aux élèves de l'école Bani Koubey 2, un geste en partenariat avec le district 902 du Rotary Club dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Nafissatou Yahya, Ibrahim Abdou. Ce don, le troisième du genre du Rotary Club Élite de Niamey, à l'endroit des élèves de l'école Bani Koubey 2, rentre cette fois-ci dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Ainsi, à travers ce geste, le Rotary Club Élite de Niamey reste aux côtés de ses élèves. C'est dans le cadre d'une remise de dons, de dispositifs de lavage de mains et d'un réservoir d'eau à l'endroit de l'école Bani Koubey 2. Et du savon également. On a bénéficié d'une subvention de notre district, le district 9102, qui regroupe le Ghana, le Niger, le Togo et le Bénin. Donc c'est une subvention qu'on a reçue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Bani Koubey 2, il faut dire que ce sont nos bébés maintenant. Ça fait quand même la troisième année qu'on vient. Dès qu'il y a une opportunité, on pense toujours à eux. C'est une école qui nous tient vraiment à cœur et on a vraiment envie de faire encore plus si Dieu nous le permet. En réceptionnant ce don de la directrice de l'école Bani Koubey 2, a remercié le Rotary Club pour ce geste combien noble. L'école Bani Koubey 2 remercie le Rotary Club par ces gestes combien nobles qu'il ne cesse d'apporter à l'école Bani Koubey 2. Merci du fond du cœur. On remercie aussi la gouverneure du district 9102. Donc, merci. Thank you very much. Une visite des classes à l'école Bani Koubey 2 par la gouverneure du district 9102 du Rotary Club a sanctionné cette cérémonie, au cours de laquelle Yvonne Kimoji a émis le vœu de voir l'école Bani Koubey 2 dotée des classes en matériaux définitifs. Le projet Chiga a initié mercredi 4 novembre dernier une rencontre entre la Commission Finances et Budget de l'Assemblée nationale et les acteurs de la société civile pour discuter de l'accessibilité des citoyens en ce qui concerne les questions budgétaires. Le résumé de cette rencontre avec la rédaction Labari. Très bonne réception à vous. Ayant comme cheval de bataille la bonne gouvernance, l'ONG Chiga, dans sa mission, s'est intéressée au processus de l'élaboration et de la mise en application du budget national dans les différents secteurs sociaux de base à travers une rencontre entre acteurs de la société civile et la commission chargée des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Occasion saisie par les participants à cette rencontre d'échanger à travers des questions-réponses, notamment sur des failles observées dans la mise en application du budget dans plusieurs domaines. Vous avez oublié une notion essentielle, une action fondamentale, qui est la censure du gouvernement. Nous avons eu à poser, sur leur donner. La première partie, c'est pour vous compléter. Maintenant, par rapport à l'école, donc on a fait cas ici, on a critiqué de haut à large. Moi, je suis toujours inquiet par rapport à la région de Tillabéri. À la région de Tillabéri, les enfants qui ne vont pas à l'école dans la région de Tillabéri. Ils ont posé, vous avez dit ceci et cela, mais moi, je reste sur ma faim. Parce que c'est entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une marge, il y a une nuance. Donc jusqu'à maintenant, là, moi, vous avez même les chiffres là, moi j'ai oublié les chiffres, le nombre d'écoles. Si on peut donner dans la région de Tillabéri, on dit, bon, on va prendre les dispositions, mais moi je suis inquiet, ça m'étonnerait que ces questions-là soient résolvées d'ici peu, parce que nous sommes déjà en janvier, et les enfants ne partent pas à l'école. C'est vrai, ils ne partent pas à l'école. Et on a les chiffres, moi j'ai oublié les chiffres. Le problème il est crucial, comme vous l'avez dit. Et nous avons mis face à face le ministère des Finances
et le ministère de l'Éducation de base pour que ce problème-là puisse trouver une solution. Et les moyens ont été mis en place et nous assurons que les libérations sont en train d'être faites pour que ce problème soit réglé. Donc même par rapport à ça, soyez rassurés, lorsque nous avons connaissance du problème, lors des missions de terrain, ou bien parce que nous avons été saisis par ailleurs, parce que nous sommes tous des hommes de terrain, nous prenons en charge la question et nous essayons d'apporter la solution dans la possibilité, dans les moyens, dans la posture des moyens qui sont les nôtres. Concernant la gratuité des soins, peut-être avant d'aller dans les compléments, cette rencontre aurait dû être ouverte aux autres commissions qui en ont vraiment d'amples informations. Parce que c'est les commissions spécialisées qui devraient répondre aux questions pour que ça soit beaucoup plus utile pour l'ensemble des citoyens. Concernant la gratuité des soins, effectivement, les députés, quand ils sont sur le terrain, ils constatent effectivement, dans l'effectivité de la mise en œuvre, il y a un problème. Parce que toujours, quand on passe dans les centres de santé, les populations se plaignent de la non-prise en charge ou de l'effectivité, la gratuité des soins. Et le problème le plus crucial, c'est les arriérés. Donc, aujourd'hui, nous sommes une commission des finances. Ça aurait été que la commission affaires sociales et culturelles est parmi nous. Elles allaient donner, ou du moins elles allaient donner vraiment plus d'informations concernant les arriérés et les difficultés que rencontrent les centres de santé. Une démarche appréciée à sa juste valeur par le président de la commission chargée des finances et des budgets à l'Assemblée nationale qui n'a pas manqué de rappeler leur disponibilité de répondre à toutes les inquiétudes des citoyens. Autant on vient nous informer en tant que parlementaires, autant la société civile ou tout autre citoyen, de par la loi, peut être informé des orientations choisies par le gouvernement pour bâtir le budget. Et du reste, on n'a jamais fait mystère de ça. Les débats sont toujours publics et des fois transmis en direct lors des discussions budgétaires. Donc, en venant nous voir aujourd'hui pour qu'il y ait des échanges sur le débat d'orientation budgétaire ou sur la gouvernance des finances publiques, vous êtes en train de défoncer une porte ouverte. Déjà, au Niger, les lois le permettent. À l'Assemblée, nous n'avons jamais fermé nos portes lors des débats. Ils sont publics de par même la Constitution. Ils sont publics de par même les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée. L'information, celui qui la veut, il vient la chercher. Ainsi, faut-il le rappeler, cette rencontre initiée par l'ONG Chiga entre acteurs de la société civile et parlementaires de la Commission Finances et Budget de l'Assemblée nationale permettra aux citoyens, par le biais de ces différentes structures, d'avoir une vision claire et un œil regardant sur l'élaboration et la mise en application du budget national au prorata des besoins des différents domaines sociaux de base.